Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Nik Collection et particulièrement à sa toute dernière version donc, qui vient de sortir et qui a été présentée par DxO, donc la version 6. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous ne connaissez pas la Nik Collection et que ça vous intéresse, en tout cas vous aimeriez en apprendre plus et que vous dites est-ce que ça pourrait m'apporter quelque chose? Eh bien ça tombe bien, dans cette vidéo je vous propose de faire le tour et déjà de comprendre qu'est-ce que la Nik Collection, comment ça fonctionne, avec quel logiciel on peut l'utiliser parce qu'il s'agit d'un ensemble de plugins et pas d'un logiciel, donc ça on va en parler. Aussi, on se posera la question de savoir quels sont ces 8 plugins, quelles sont les fonctionnalités qu'ils apportent, est-ce qu'ils valent le coup, lesquels sont les plus intéressants, et là je vous donnerai mon avis, bien évidemment, donc on verra des exemples concrets. Et puis, forcément aussi, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez la version 5 et que vous vous posez la question de savoir qu'apporte la version 6. Et bien là, si vous connaissez déjà, je vous conseille de passer directement au chapitre, on va dire plutôt vers la fin. Donc vous avez le chapitre dans la description ou alors sur la timeline de la vidéo, et où là je vous présente toutes les nouveautés de la version 6 par rapport à la version 5, et sinon je vous renvoie directement au site de DxO où DxO vous présente donc toutes les nouveautés de cette nouvelle version. Enfin, en conclusion, on se posera la question de savoir à qui est destinée la Nik Collection et en fait est-ce que tout simplement vous en avez besoin, et je vous présenterai un petit peu les profils des personnes qui en auraient besoin et ceux qui en auraient pas besoin, et puis ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Je précise une dernière chose avant de commencer, et c'est le gros avantage chez DxO, c'est que si jamais vous voulez essayer, je vous mets le lien en description, vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel, l'essayer pendant 30 jours, sans carte bleue, sans rien, simplement, si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter, et puis si ça vous plaît pas, vous avez juste à le désinstaller, et on en reste là, voilà. Enfin bref. Trêve de plaisanterie, maintenant on va se poser la question de savoir, qu'est-ce que la Nik Collection, et qu'est-ce que ça nous apporte? Alors Nik Collection, il s'agit d'un ensemble de 8 plugins. Alors au départ, il n'y en avait pas 8, parce que ça date de 1995, ça a été lancé par des développeurs, ensuite ça s'est développé surtout dans les années 2000, notamment avec un partenariat avec Nikon, et à l'époque, ils ont créé une technologie dont on va parler dans cette vidéo qui fait la force de la Nik Collection, c'est ce qu'on appelle la technologie Upoint, qui est une technologie d'édition localisée qui est extrêmement intéressante et qu'on retrouve par exemple maintenant dans DxO Photolab, on va en parler, vous allez voir très rapidement. Ensuite, en 2012, ça a été racheté par Google, et donc pendant 4 ans, ça a été sous pavillon Google, donc c'est très intéressant, notamment je pense en termes de technologie. Et puis en 2016, ça a été revendu donc à DxO, société française qui commercialise aujourd'hui Photolab et Filmpack notamment, et puis depuis ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, donc la Nik Collection est un ensemble de 8 plugins qui sont particulièrement prisés par de nombreux photographes et qui ne sont pas un logiciel à proprement parler, mais des plugins donc comme des petits micro-logiciels que vous allez venir utiliser en complément d'un logiciel principal. Donc ces plugins, vous allez pouvoir les utiliser à partir de certains logiciels, donc je vous les cite. Bien évidemment, vu que la maison DxO, vous pouvez l'utiliser en complément de DxO Photolab 6. Pour les possesseurs des logiciels d'Adobe, donc vous pouvez l'utiliser en plugin sur Adobe Lightroom Classic CC, donc c'est la version bureau, pas la version cloud. Également depuis Adobe Photoshop classique, bon voilà, Adobe Photoshop Elements, et puis aussi, ça c'est la nouveauté apportée par cette version 6 maintenant pour les utilisateurs d'Affinity Photo. Et donc, pour tous ces logiciels, c'est le point commun, c'est que en plus des fonctionnalités de votre logiciel, vous pouvez l'utiliser comme des plugins, donc des micro-logiciels qui vont venir vous apporter des fonctionnalités précises. Donc, il y a 8 fonctionnalités, 8 plugins différents. Et puis, en fonction de vos besoins, vous allez utiliser l'un de ces plugins pour venir éditer plus en profondeur. Il y a des outils, on va le voir, qui sont vraiment propres à la Nik Collection et qui sont uniques et hyper intéressants. Et il y en a d'autres en fait qui n'apportent pas forcément quelque chose en plus. C'est pour ça que au global, vous avez plein d'outils que vous allez retrouver dans Lightroom, plein d'outils que vous allez retrouver aussi dans Photolab. Et donc aujourd'hui, la quasi-totalité des utilisateurs de la Nik Collection, et c'est l'équipe même en conférence de presse de la Nik Collection qui le disait, tout simplement, je crois que c'est 95% des utilisateurs le font via Photoshop. Pourquoi? Et c'est parce que dans cette vidéo, on va l'utiliser depuis Photoshop pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre de travailler différemment, d'avoir un autre flux de travail. Et personnellement, moi au départ, j'étais pas forcément un adepte de la Nik Collection, pour être totalement honnête, et ça fait maintenant une bonne année que donc j'utilisais la version 5, et puis maintenant forcément la version 6, et maintenant je l'intègre vraiment dans mon workflow, donc dans mon flux de travail sur Photoshop, et ça me permet de travailler différemment, et en tout cas d'être encore plus précis, vous allez comprendre. Bref, maintenant ce que je vous propose, c'est tout simplement de voir concrètement comment ça fonctionne, et pour ça donc je vous ai dit, on va passer dans Photoshop. Quand on aura fini avec Photoshop, qu'on aura vu tous les différents outils, je vous montrerai rapidement comment l'utiliser avec Lightroom
et Photolab, même si, comme je vous ai dit, moi je pense que ça n'est pas forcément utile, mais dans certains cas, ça peut peut-être l'être. Allez, je vous propose, on passe directement dans Photoshop. Donc vous voyez, une fois que vous achetez, ou en tout cas même si c'est en essai, vous installez la Nik Collection, vous allez avoir donc le petit panneau qui va s'ajouter. Vous pouvez trouver ici dans module externe, et puis vous pouvez l'ouvrir. Donc vous voyez, vous avez ce petit panneau, et là vous avez en fait des petits boutons. Donc sur Photoshop, vous savez, on fonctionne par calque, et l'intérêt, ça va être de travailler avec toutes les technologies de Photoshop, de calque, de masquage, etc. Et le gros avantage, c'est que vous allez retrouver donc des technologies, comme je l'ai dit, qui sont propres à la Nik Collection, et aussi ça va vous permettre d'avoir un flux de travail qui se rapproche aussi de ce qu'on retrouve dans les logiciels d'édition classiques, Lightroom, Photolab, etc., mais dans Photoshop, ce qui est vraiment très intéressant. Et aussi de travailler localement, ce qui fait qu'on passe dans Photoshop, c'est d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, etc., que par exemple dans Photolab ou même dans Lightroom, même si c'est tout à fait possible. Mais ça permet en fait d'intégrer un petit peu le meilleur des deux mondes, mais dans Photoshop. Alors, vous avez au total 8 outils, on va les parcourir un par un, et vous verrez, une fois qu'on passera chaque outil en revue, je vous dirai tout simplement si je l'utilise, s'il est efficace, et puis on va dire les grandes caractéristiques, les avantages, les inconvénients. Premier outil, c'est donc, vous voyez, vous l'avez ici, Nik 6 Define. Alors Define, c'est donc le premier plugin qui, lui, c'est marqué, à chaque fois vous avez une petite description, sert à débruiter vos photos. Alors, je vous donne un exemple concret. Vous voyez, par exemple, alors, moi j'ouvre toujours mes photos quand dans Photoshop, je passe d'abord par Lightroom. C'est pour ça que vous allez comprendre que cet outil n'est pas forcément celui que j'utilise le plus. Et donc, vous voyez, j'ouvre cette photo ISO 500. Il faisait très sombre ce matin-là. Donc il y avait le petit veau marin sur la plage, le soleil était même pas levé, il se levait genre 20 minutes après, enfin il faisait vraiment bien sombre. Donc forcément je monte un peu en ISO, et en zoomant vous voyez qu'il y a un petit peu de bruit, pas de dérive de chrominance, pas de bruit de chrominance, mais un petit moutonnement qui est assez logique, et donc aussi une petite perte de détails sur mon petit veau marin. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer l'outil de réduction du bruit, et vous allez voir ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le comparer avec l'outil de débruitage de la dernière version 12.3 de Lightroom, et aussi avec DxO Deep Prime XD, donc la dernière version aussi qu'on retrouve sur Puro de DxO, ou également dans Photolab version 6. Alors, vous voulez débruiter votre photo, vous voyez, vous l'ouvrez dans Photoshop, tout simplement, vous allez cliquer sur le bouton de plugin. Là, à chaque fois, et c'est comme pour tous les plugins, et ça c'est le point commun, que vous passiez dans Photoshop, que vous passiez dans Photolab, que vous passiez dans Lightroom ou Affinity Photo, vous allez avoir à chaque fois comme ça une page qui va s'ouvrir. Vous allez faire, deuxième étape, vos modifications. Et une fois que vous aurez fait vos modifications, vous allez valider et ça va appliquer les modifications sur votre photo. Donc là, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez bien sûr régler manuellement le bruit, vous pouvez le régler localement, etc. Donc les éditions localisées, je vais en parler après, mais vous pouvez le faire donc localement. Moi, ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, donc on est en mai 2023, aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, on n'a plus besoin, dans Lightroom ou dans Photolab ou avec Puro, on n'a plus besoin maintenant de traiter soi-même, c'est l'IA qui gère tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le faire manuellement, et je vais lui dire, tiens, fais-le automatiquement, et ensuite on va comparer l'efficacité pour voir est-ce que c'est utile de l'utiliser dans notre flux de travail là, ou est-ce qu'il vaut mieux débruiter ces photos par exemple dans Lightroom ou dans Photolab, ou en tout cas dans Puro. Alors, vous voyez ma photo qui a été débrutée avec Define, et regardez, alors je vous mets l'avant. Donc vous voyez, j'enlève le petit œil sur le calque. Ça c'est la photo de base. Regardez maintenant après, donc ça c'est avec le débruitage. Alors en effet, vous voyez qu'il y a moins de moutonnement, même s'il en reste un petit peu. Mais surtout, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une perte de détails. Regardez au niveau des moustaches ou des poils ici. Vous voyez qu'on a perdu un peu de détails. Maintenant, si je passe, regardez, là j'ouvre dans l'onglet ici, j'ai la même photo, mais que j'ai passé dans l'outil débruitage AI de Lightroom, donc le nouvel outil. Regardez, je zoome. Là, je trouve que c'est quand même assez impressionnant la différence. Donc ça, c'est la version Lightroom. Je vous mets la version Define. Donc là, regardez, pour moi, il y a une réelle différence. Et regardez au niveau des moustaches, regardez au niveau des poils ici. Dans la version Lightroom, c'est extrêmement précis. Maintenant, si je vais dans la version Define, j'ai moins de détails et on voit qu'il y a une perte de détails, il y a trop de lissage. Et surtout aussi, regardez en arrière-plan, je trouve qu'il y a moins de moutonnement et que vous en avez plus ici. La moralité, et je vous montre également la photo que j'ai passée maintenant et que j'ai exportée pour profiter des algorithmes, ça c'est dans Deep Prime.
D-Prime XD, donc ça c'est la version passée dans Photolab. Ben là regardez, c'est similaire pour moi à ce que j'ai dans Lightroom, c'est extrêmement propre. J'ai beaucoup de détails ici sur les poils, j'ai beaucoup de détails ici au niveau des moustaches, j'ai plus de moutonnement, j'ai plus rien. Et en comparaison, quand je reviens dans Photoshop et que je mets Define, bah en fait je trouve que c'est pas forcément foufou. Alors, pour conclure sur cet outil de Nik 6 Define, de l'aveu même des développeurs qui en ont parlé en conférence de presse, cet outil, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément le plus utile dans la Nik Collection parce que avec D-Prime, avec Pure Raw, avec même l'outil de débruitage sur Lightroom, mais en fait, cet outil, il est moins puissant et en fait, dans le flux de travail, on va d'abord passer par notre logiciel, puisque ce sont des plugins, et c'est vrai qu'on ne va pas forcément passer par cet outil, et donc eux-mêmes le disaient que ça peut être utile pour quelqu'un, par exemple, qui passe dans Photoshop, par exemple une photo d'un smartphone ou quoi, et qui veut débruiter rapidement, parce que ça va vite, c'est quasi instantané, voilà. Donc, au global, moi je sais que c'est un plugin, même dans la version 5, que je n'utilisais pas, et encore moins aujourd'hui avec les autres outils qu'on a dans Lightroom, DxO, etc. Bref, passons à présent, donc je vais supprimer, le calque. Deuxième plugin, c'est Viveza, qui lui est un plugin qui est hyper intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Viveza, comme son l'indique, donc ajuster la couleur et la tonalité, ça vous permet de venir travailler un petit peu comme sur Lightroom, on va dire, avec tous les outils de couleur et puis de gestion des tonalités. Et là, quand vous ouvrez donc à nouveau, vous avez la même interface qui est celle de la version 6. À gauche, vous avez tout ce qui est pré-réglage, preset, etc. En haut, vous avez tout ce qui est, vous voyez, outil de comparaison, de zoom, d'ajustement pour voir dans les détails. Et à droite, vous avez également tout ce qui est les outils, les curseurs, en fait. Bon. Donc là, vous voyez, au global, vous allez pouvoir travailler une photo un petit peu comme sur Lightroom. Alors, si vous passez par Camera Raw, ça revient un petit peu au même. Mais si vous arrivez dans Lightroom, ça peut revenir au même aussi. Donc, au global, pour travailler à l'échelle de la photo, là aussi, pour moi, si on passe avant par Lightroom, cette étape, on est censé l'avoir fait. Donc pour moi, c'est pas là que je vais l'utiliser et je l'utilise jamais pour éditer au global. Cependant, et c'est là où moi j'utilise en fait la Nik Collection, c'est pour tous les outils de réglage sélectif. Sur Photoshop, enfin sur Lightroom, c'est ce qu'on pourrait appeler le masquage, et dans Photolab, c'est aussi tout ce qui est les fameux U-Point, donc les points de sélection que l'on retrouve et qui sont nés au départ dans cette Nik Collection. Donc vous les avez en bas, et ce que vous allez faire, et c'est là pour moi la force de l'utiliser dans Photoshop, c'est que Photoshop, ça nous permet de travailler dans le détail, mais c'est vrai que des fois dans Photoshop, on est obligé de faire de la sélection avec le lasso, machin, ou alors on va travailler via, moi j'ai un outil de palette, vous savez, avec des outils automatiques, sélection de tonalité, etc. Ou alors, on peut prendre notre pinceau, peindre, etc. Bon, voilà. Là, le gros avantage, si vous connaissez un petit peu Photolab, c'est que c'est exactement pareil, mais si vous ne connaissez pas, vous allez vite comprendre. Vous avez cette fameuse technologie de point de contrôle. En fait, on vient cliquer à l'endroit que l'on veut travailler, et ensuite, on va pouvoir venir élargir la zone, et on va travailler localement. Donc vous voyez, il m'a créé un point de contrôle, et on parlera tout à l'heure des nouveautés avec les lignes, etc. Mais là, on est dans les grandes lignes, vraiment pour juste comprendre. Et puis, par exemple, je vais augmenter la luminosité. Donc là, vous voyez, hop. Et là, il va travailler la luminosité sur la couleur et au niveau de la tonalité, donc le niveau de lumière, sur le point que j'ai visé. Regardez, si je le déplace, en fait, d'un coup, paf, il se concentre sur le vert. Et si je reviens sur le chemin, c'est plutôt sur le chemin. Bien sûr, il vient se concentrer un petit peu sur le vert parce que par défaut, vous pouvez régler, comme sur Lightroom, la chrominance, donc la tolérance au niveau de la couleur, ou la luminance, donc au niveau des tonalités. Si je règle, regardez, sur la luminance, en fait, il va se concentrer exclusivement sur cette gamme de tonalités. Et à l'inverse, si en fait j'élargis, donc vous voyez là, il va aller sur les tonalités plus larges. Donc ça permet d'être extrêmement précis. Donc vous voyez, si je veux travailler que sur mon chemin, par exemple, je vais venir travailler et je vais venir bouger. Et vous voyez, ça permet de travailler avec une précision et une rapidité qui est quand même assez incroyable. Même chose au niveau de la chrominance. Alors là, j'y suis allé grossièrement, mais au niveau de la chrominance, c'est la même chose. Si je veux travailler que sur les couleurs, vous voyez, je peux venir régler. Et comme ça, vous venez déplacer. Enfin, vous voyez, c'est quand même extrêmement rapide. Bien évidemment, là, c'est très grossier ce que je fais, mais
Je pense que vous comprenez rapidement. Donc ça permet, et ça c'est aussi dans les nouveautés, de venir inverser, de venir travailler voilà, avec plutôt des lignes. Donc ça, je vous ai dit, j'en parlerai tout à l'heure sur les nouveautés. Donc ça, pour moi, c'est le gros avantage. Et en fait, Viveza, ça va vous permettre de travailler comme ça, très précisément. Moi, j'utilise à la fin de mon édition dans Photoshop pour venir faire, vous savez, du dodge and burn, donc venir travailler localement. Et ça me permet d'être très précis et de travailler en rapidité. Voilà, donc Viveza, un outil qui est génial et que j'utilise beaucoup. Troisième plugin, Nixis Perspective, donc comme son nom l'indique, vient travailler les perspectives. Alors j'ai pas mis de photo d'architecture ou quoi que ce soit, mais je pense que vous comprenez aisément à quoi ça sert. Ça vient travailler donc la perspective. Je vous ouvre le plugin. Alors moi je sais pas pourquoi là, alors j'ai une version en fait bêta, donc je pense que c'est un bug qu'il n'y aura peut-être pas sur la version. Moi, il me remet la clé d'activation, mais en fait, il m'ouvre l'outil. Enfin bref, je ne vais pas chercher à comprendre. Mais vous voyez, en fait, vous avez des outils pour travailler tout ce qui est perspective, déformation optique, etc. Pour moi, c'est exactement comme Viewpoint. Donc, si vous avez Viewpoint, par exemple, ça fait les mêmes choses. Bien évidemment, toutes ces fonctionnalités, vous pouvez les retrouver dans Photolab. Vous pouvez les retrouver également dans Lightroom avec tout ce qui est les outils d'upright ou de travail des distorsions. Et même dans Photoshop, il y a plein d'outils que vous pourrez retrouver. Mais là, ça permet dans son flux de travail de tout avoir dans Photoshop et de façon, on va dire, assez simple. Donc, quand vous avez la Nik Collection, moi je trouve ça vraiment super. Donc vous voyez par exemple distorsion, donc là par exemple j'ai pas vu que c'est une photo de drone, mon téléobjectif là je sais pas pourquoi mais il fonctionne pas, mais par exemple avec mes photos au Sony Alpha 7 avec tous mes objectifs ça fonctionne. Pareil sur le Fuji X-S10, etc. Donc c'est tout ce qui est les profils de distorsion. En dessous, vous avez, alors je passe sur déformation de volume, perspective. Vous savez, c'est quand vous avez des déformations optiques, vous avez des lignes vraiment aux marges de votre photo qui sont déformées suite à des déformations, des distorsions. Mais ça vous permet de tout redresser et c'est très simple. Donc toujours avec les lignes, c'est l'upright en fait dans Lightroom. C'est très rapide, très efficace. Reshape, vous savez, vous avez le même outil dans Photoshop. Ça vous permet de travailler très précisément. Vous avez une grille qui est plus ou moins large. Enfin voilà, ça c'est pas mal selon ce que vous avez à faire. Si vous voulez redresser par exemple un poteau ou une ligne. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, vous pouvez activer, désactiver. Vous pouvez travailler l'horizon. Donc si vous voulez... vous voyez, vous faites prévisualiser, ça redresse, enfin ça c'est tout à fait classique aussi. Même chose, vous l'avez dans Photoshop, dans Lightroom, dans Photolab. Recadrage, c'est tout à fait classique. Et effet miniature, ça c'est franchement sympa. Vous savez, c'est le fameux tilt shift. Et là, vous voyez, hop, quand je le règle, vous voyez, ça fait un petit truc miniature. Voilà, c'est sympa. Bon, ce sont des petits effets. Donc cet outil, en fait, il n'est pas indispensable parce que comme je vous ai dit, en fait, il est pris en charge dans tous les autres logiciels et même dans Photoshop. Mais ça fait partie des outils et moi je l'aime bien parce qu'il y a tout qui est centralisé de façon assez simple. Donc Nik Perspective, je l'utilise beaucoup, y compris dans Photoshop. Ensuite, vous avez troisième plugin HDR FX Pro et lui, vous le voyez, enfin pardon, quatrième plugin, lui il est divisé en deux sous-plugins. Pourquoi? Parce que ça permet de faire de la photo HDR, donc à High Dynamic Range, donc grande plage dynamique. Deux possibilités, soit vous pouvez en fait faire une fusion de bracketing d'exposition. Là aussi, même chose, dans Lightroom, vous avez cette fusion, donc fusion HDR. Vous l'avez également dans Photoshop. Donc là, se pose la question de savoir est-ce que c'est utile. Par contre, vous voyez, pour les personnes qui utilisent Photolab, il n'y a pas de fusion de bracketing. Donc, si vous avez la Nik Collection et que vous êtes un possesseur de Photolab 6, là, vous pouvez utiliser HDRFX pour fusionner vos clichés de bracketing et les utiliser ensuite en un seul cliché fusionné dans Photolab. Donc ça, c'est intéressant. Bon, si vous utilisez Photoshop, à vous de voir si vous préférez passer par là. Je vous montre très rapidement, je ne vais pas le faire, mais je vous montre la démarche. Vous cliquez, il va vous ouvrir une page. Vous faites Open, vous sélectionnez les photos, vous les fusionnez et ça fonctionne pour moi un petit peu pour ceux qui connaissent comme en fait Aurora HDR de Skyloom où c'était un peu la même chose, il faisait la fusion mais après vous avez plein de paramètres pour venir régler plus précisément votre fusion. Voilà, bon. Et puis vous avez, je vous montre ici la possibilité de faire du HDR en photo unique, une seule photo. Alors là par contre, vous allez voir, c'est très intéressant et c'est très efficace. Vous avez une photo de drone ici qui est face au soleil avec le Mavic 3. Et ce qui est fou, c'est là où vous vous rendez compte de la plage dynamique du drone quand même. Donc c'est un RAW du Mavic 3, donc capteur micro 4 tiers. Et sur cette photo, alors moi j'avais fait du bracketing, mais ça c'est pour vous montrer. Donc vous pouvez faire du HDR, mais je trouve que, comment dire,
ça peut partir à l'excès. C'est-à-dire que le HDR, c'est toujours pour moi le problème, c'est qu'on peut partir vite à l'excès. Vous avez ici, vous voyez, des presets, si vous voulez pas vous embêter. Donc ça, c'est le truc par défaut. Vous avez, donc vous voyez, réalistique. Donc vous avez, ça c'est le truc par défaut, c'est celui donc, qu'on a par défaut. Et puis après, alors vous voyez, vous en avez qui sont plutôt naturels. Et vous voyez que c'est quand même très efficace. Voilà, donc quand vous regardez, en fait, hop, non, c'est pas comme ça. Ah, attendez. Cancel, vous voyez, je vous remets. Ça, c'est la photo de départ. Donc, vous voyez que c'est quand même bouché. Et là, c'est plutôt très surexposé. Je réouvre. Et vous allez voir quand même à quel point ça vient quand même rattraper des infos dans les ombres et dans les hautes lumières. C'est assez impressionnant. Et le problème, c'est que vous pouvez être vite tenté d'aller chercher des effets de HDR qui sont un peu trop poussés. Notamment, alors dans Landscape, ça commence à être... là, vous voyez que ça commence à piquer un petit peu. Bon. Et alors, si vous allez dans Artistique, là, attention... Ça pique un peu. Vous allez voir. Ah, voilà. Donc le truc structure, là, c'est vraiment le HDR. Pour moi, il y a 15 ans, le truc qu'on faisait avec les téléphones qui est affreux. Enfin voilà. Donc pour moi, il faut y aller vraiment avec parcimonie. C'est comme pour tout. Mais c'est pas forcément... moi, je l'utilise jamais parce que je fais jamais de HDR en une photo. Et moi, quand je fais du HDR, en fait, soit je le passe dans Lightroom et je fusionne et je le fais avec parcimonie, soit sinon, quand je veux être précis, je les mets dans Photoshop et je fais du blending. Et là, je vais faire en fait du HDR, mais de façon très précise et surtout très fine. Voilà. Donc pour moi, c'est un outil... Si vous êtes débutant, vous voulez rattraper une photo, ça peut le faire, mais avec beaucoup de modération. Et surtout, vous pouvez après, sur le côté, régler en fait les paramètres. Et là, on peut être beaucoup plus nuancé, hein, vous voyez, au niveau de l'exposition, etc. Donc c'est un outil qui est intéressant, qui pour certains, je pense, peut être vraiment pertinent. Moi, personnellement, je l'utilise vraiment pas parce que dans mes habitudes d'édition, ça fait pas partie de ce que j'ai l'habitude de faire, tout simplement. Ensuite, plugin suivant, ColorFX. Alors, ColorFX, c'est là où vous allez voir, c'est un outil qui, je pense, est très intéressant, mais que moi, j'utilise pas. Pourquoi? Parce que là aussi, je trouve qu'on peut aller très très loin. ColorFX, comme son nom l'indique, est fait pour travailler les couleurs. Et vous voyez, ça c'est un apport de la version 6. Hein. Vous avez maintenant le TSL, donc comme vous avez dans les logiciels d'édition classique. Donc ça vous permet de travailler vos photos très simplement dans Photoshop et d'être très précis. Et ça, je trouve ça vraiment super. Et puis à côté, vous avez plein, donc dans les filtres sur la gauche, vous avez plein de trucs. Et je vais pas les passer en revue parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais vous voyez, coloriser, alors là, vous pouvez choisir une couleur par rapport aux différentes couleurs. Vous pouvez être extrêmement précis. Vous voyez, hop, je fais OK et donc ça modifie. Voilà, donc une fois que vous avez fini, vous pouvez le supprimer si vous voulez. Vous pouvez faire, par exemple, allez, qu'est-ce que je vais mettre? Filtre bicolore. Alors là, vous voyez, voilà. Donc je pense que vous commencez à vous rendre compte de tout ce que vous pouvez faire. Vous avez également des pré-réglages. Alors, vous voyez, pré-réglage automne. Exemple, vous avez une photo qui est faite en été avec des feuilles vertes et vous voulez avoir tout en orange, vous allez comprendre. Je clique, je valide, bam. Bon, voilà, tout ce qui est vert, il transforme en orange. Donc, on aime, on n'aime pas. Vous voyez, accentuation du feuillage, vous pouvez y aller avec modération. Vous voyez, ça va vous permettre de gagner du temps. Et après, vous pouvez, c'est là où c'est intéressant avec les viewpoints, vous voyez exactement. Là, je pense que vous commencez à comprendre l'utilité, c'est que vous allez pouvoir travailler par certains endroits, donc sur une partie d'un feuillage, etc. Donc voilà, pour moi, ça apporte quand même un flux de travail, mais encore une fois, c'est comme avec le HDR, il y a des outils où des fois, c'est vraiment too much, c'est-à-dire qu'ils laissent la possibilité à tout le monde de s'amuser. Mais il y en a qui vont s'amuser et très bien. Moi, ça fait pas forcément partie de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais vous voyez que là, par exemple, dans les filtres, vous avez énormément de choses. Et je vais pas rentrer dans le détail à nouveau, mais ça vous permet d'être extrêmement créatif. Et au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Bon. Je précise simplement aussi, ça fait partie des nouveautés, mais je le dis également, et ça c'est une nouveauté de la version 6. Vous pouvez, et je le vois... ici, vous pouvez travailler en fait en objet dynamique, c'est-à-dire que sur la version 5, quand vous appliquiez des pré-réglages, en fait, ça crée un nouveau calque, mais c'était destructif, c'est-à-dire que c'était appliqué point barre. Maintenant, ça vous crée un... Et je vais vous montrer, hein, hop, donc je coche, je fais OK, appliquer, et en fait, vous travaillez en
filtre dynamique. Et vous voyez, c'est vraiment, enfin un objet dynamique, pardon, et ça vous permet de venir activer ou pas les différents filtres dynamiques. Et ça, c'est génial parce que vous voyez, en fait, c'est dessus, mais j'ai pas de différence par rapport au calque en dessous, et j'ai juste besoin d'activer ou pas. Donc ça permet d'avoir un flux de travail non destructif, et ça, c'est une super nouveauté de la version 6. Enfin bref, je passe outre là-dessus, je vais supprimer mon calque pour passer au plugin suivant. Pour moi, le plus intéressant, vous voyez, donc je vous ai dit Vivesa, je l'utilise beaucoup, je trouve ça super. Color Effect, je l'utilise ponctuellement. Et par contre, on arrive sur deux outils qui sont vraiment ultra intéressants. Premier outil, Analog FX, qui permet de travailler nos photos version appareil photo argentique. Et là, je trouve qu'on a quelque chose d'hyper intéressant. On se posera la question à la fin de savoir, est-ce qu'il y a des points communs avec Filmpack ? Vrai sujet, et ça aussi en conférence de presse ça a été posé comme question, mais vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va. Si vous aimez travailler aux photos de façon un peu créative, parce que c'est ça aussi la Nik Collection, c'est pouvoir travailler ces photos de façon très créative, mais en fait là, Analog FX va vous permettre de travailler et de retrouver toutes les caractéristiques, toutes les touches que vous avez sur la photo argentique, et vous pouvez remonter sur vraiment la naissance de la photo. Vous allez voir, là, je vais y passer un petit peu plus de temps. Donc, vous avez ici Kit appareil photo, où on va pouvoir faire tout manuellement, et vous allez voir, c'est super. Ou alors, vous avez ici appareil photo, vous allez avoir des trucs, en fait, c'est des presets, ce sont des presets. Donc, vous voyez... vous avez par exemple appareil photo, je vous montre les rendus, vous allez comprendre par exemple qu'est-ce que j'ai, allez, le premier. Hop. Donc vous allez voir, en termes de rendu, là c'est assez incroyable. Donc là il travaille, il applique tous les paramètres, et là vous voyez, clac, il vous sort un truc vraiment... voilà. C'est assez incroyable. Donc vous voyez, vous ajoutez du bokeh, il vous a ajouté des fuites de lumière, il vous a mis du vignettage, il vous a mis type de film, il vous a mis des cadres, et en fait tout ça, il l'a fait lui-même à partir d'un preset. Mais ce qui est génial, c'est que si je reviens en arrière, je peux le faire moi-même manuellement et pas passer par les presets, en passant par Kit appareil photo, et je peux faire moi-même ma photo sur mesure. Et là c'est génial. Alors par exemple, distorsion de l'objectif, vous pouvez ajouter des distorsions, je vais passer. Du bokeh, je vous montre rapidement, vous pouvez, si vous voulez numériquement ajouter du bokeh, alors après avec là aussi encore une fois parcimonie, vous pouvez tout régler, même la forme du bokeh, zoom, rotation, et là c'est drôle, vous voyez, vous pouvez régler le truc avec plus ou moins de force, donc encore une fois c'est pour être créatif, flou directionnel là aussi. Et ça me fait penser à un numéro de réponse photo, par exemple, qui avait été fait là, une photo à New York, et qui est fait un peu sur ce style là de flou directionnel. Ça, vous voyez, par exemple, on peut le faire dans les outils de Photoshop. Mais là, c'est encore plus simple, et c'est intégré dans une seule photo. La double expo. Si votre appareil photo, par exemple chez Fuji, ça se fait la double expo, même chez Nikon, je crois maintenant, là vous pouvez le faire en post-traitement. Chez Sony, par exemple, ça n'existe pas. Donc vous pouvez créer vous-même de la double expo. Les fuites de lumière, alors là, je vais vous montrer. Donc là, vous avez plein de types de fuites de lumière où vous pouvez régler l'intensité pour donner cet aspect vraiment argentique, vieil appareil photo. Voilà, et vous pouvez le régler sur mesure. Et vous pouvez même, vous voyez, le régler en fait tout simplement avec les points de contrôle. Et c'est là où je trouve ça super en fait, c'est que vous pouvez toujours être encore plus précis, plus précis, plus précis. Vous avez ensuite saleté, rayure. Alors là, c'est vraiment si vous voulez un truc vieil appareil photo, 19e siècle, la totale. Mais vous voyez, hop, je travaille, donc il me met les saletés. Plaque photographique, là aussi, si vous voulez ajouter... Là, vraiment, on y va. Hein. Là, c'est très très vieille photo, mais vous voyez qu'on peut aller vraiment très très loin dans la démarche. Alors, je ne vais pas forcément l'appliquer pour pas que ça fasse too much. Voilà. Maintenant, vous mettez alors type de film. Ça, j'adore et je trouve ça du plus bel effet. Et vous voyez, par exemple, dans Delica, il y en a certains que j'adore. Et là, vous voyez le rendu, je le trouve très très beau. Pareil, si vous l'avez dans... alors, froid, j'aime moins. J'aime bien les chauds. Donc là, vous voyez, je trouve ça super sympa. Là, avec la fin de journée, je trouve ça super. Et après, vous voyez que les curseurs, vous pouvez ajuster. Même chose, vous voyez, noir et blanc. Hop là, noir et blanc neutre. Alors attention, hein, c'est pas forcément le plus fun. Vous allez voir après quand on va passer avec Silver FX. Voilà, ton noir et blanc. Ça, j'aime beaucoup comme ça. Vous voyez le rendu. Oh, je trouve ça super beau. Alors, enfin bref, après vous mettez alors multi-objectif. Ça, c'est, vous voyez, c'est pour couper en plusieurs. Vous pouvez mettre des cadres. Ensuite,
Donc vous voyez, les cadres c'est pareil, et là vous avez plein de cadres différents, façon pellicule, etc. Enfin, si vous aimez ce genre de truc, si vous voulez poster sur les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment super. Enfin bref, là vous pouvez personnaliser et avoir des rendus extrêmement, je trouve, poussés, et quand je regarde, j'ai l'impression d'avoir une belle photo argentique. Alors là je fais ça à l'arrache, hein, mais en précisant, c'est pas ce que je fais au quotidien, mais si j'ai envie de m'amuser, ça me permet d'aller très très loin. Donc j'aime beaucoup, et des fois j'aime bien me poser et me créer des photos. Vous voyez par exemple ce paysage-là en photo de paysage, ça permet de faire quelque chose un petit peu, voilà, à la Ansel Adams, si on a envie de s'amuser en noir et blanc, etc. Et c'est là où on va passer notamment, vous allez voir, dans SilverFX. Alors, je vous ai dit en préambule, SilverFX, je trouve que c'est le plugin, en tout cas l'outil, je trouve, qui aujourd'hui, en termes de travail noir et blanc, nous permet d'aller le plus loin possible. Mais c'est incroyable à quel point on peut être précis. Donc encore une fois, à gauche, vous avez tout ce qui est pré-réglage, vous pouvez même enregistrer des pré-réglages, etc. Et surtout, maintenant, dans les outils que l'on a nous-mêmes d'édition, vous pouvez aller mais alors vraiment très loin. Vous voyez, hein, quand vous allez sélectionner par exemple ici au niveau des tonalités, vous avez vu, il vous fait un petit masquage, une surbrillance pour voir quelle tonalité est où sur la photo. Vous allez pouvoir au niveau des réglages globaux, alors régler les curseurs on va dire classiques, mais après c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez ajuster les blancs, vous pouvez amplifier les noirs, vous pouvez gérer sur les contrastes, vous allez jouer sur la structure, les tons clairs, les tons moyens, au niveau de la structure, vous allez gérer, mais c'est là où c'est impressionnant, vous voyez, vous allez pouvoir être extrêmement précis, et jamais sur Lightroom par exemple, moi je pourrais être aussi précis, et derrière vous pouvez utiliser les points de contrôle pour encore une fois gagner en précision, voilà. Donc si vous aimez le noir et blanc, je pense que cet outil mérite réellement le détour, et puis si vous posez la question, encore une fois, vous pouvez l'essayer gratuitement, essayer de voir, et puis si jamais ça vous intéresse, peut-être que ça deviendra un outil que vous apprécierez particulièrement, voilà. Donc je ne vais pas rentrer non plus à fond dans les détails, je pense que vous avez compris ce qu'on pouvait faire avec. Enfin, et pour terminer sur les plugins, le 8e et dernier, donc Sharpener, donc Pro 3, qui lui permet de travailler la netteté. Alors, très intéressant, donc j'ai pris cette photo d'oiseau pour comprendre. Bon, la photo elle est très nette, hein, c'est-à-dire que vous voyez, même si je zoome, cette photo elle est prise au Sony Alpha 7 IV avec le 70-200 2.8 GM2, donc objectif extrêmement piqué. Et vous voyez qu'en zoomant c'est quand même extrêmement piqué. Cependant, malgré tout, il y a un chouïa de manque de piqué, hein, voilà, parce que on est à f2.8, voilà, même si c'est déjà excellent. Mais si on voulait ajouter un peu de netteté, vous pouvez le faire directement. Donc soit en pré-netteté directement pour aller rattraper un petit manque de netteté sur le RAW, et vous allez voir la différence. Et ensuite, en sous-plugin, on va dire netteté de sortie, là c'est vraiment pour à la fin, une fois que votre edit est fini, pour venir ajouter de la netteté finale, et vous allez voir la différence entre les deux. Donc si je fais pré-netteté, ça va permettre de travailler un petit peu, vous voyez, sur ce que je vous disais, sur la netteté globale, vraiment sur le RAW brut. Je vous laisse regarder au niveau de la loupe pour voir un petit peu la différence, parce que quand vous passez par ce premier sous-plugin, il n'y a pas, je trouve, un ajout de netteté qui est massif. Vous pouvez aussi travailler la netteté localement, donc c'est vraiment intéressant. Mais vous voyez, regardez par exemple au niveau de l'œil et au niveau ici des plumes sur le côté, vous voyez que vous avez à gauche c'est sans la netteté sur la loupe, et à droite c'est avec la netteté. Donc je vous montre avant, après, il n'y en a pas énormément, et vous voyez si j'augmente, je passe à plus de la moitié, vous voyez que ça en ajoute un peu, mais pas trop, et je trouve ça quand même pas mal, voilà. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez ajuster, si vous avez des photos à haut ISO, en fait, il va moins accentuer, vous savez, ça mettra moins en avant, en fait, le grain, si vous cliquez et que vous mettez la version haut ISO, voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer la version pré-netteté. Moi, je la trouve vraiment pas mal. Donc des fois, quand j'ai un petit peu de diffraction, quand j'ai un objectif dans les coins qui est un petit peu mou ou quoi, j'utilise beaucoup celui-là, et par contre, vous allez voir, netteté de sortie, j'utilise un peu moins, même si c'est intéressant, parce que en fait il est plus poussif, je trouve, sur les curseurs. Alors vous avez plus d'outils, donc ça dépend. Au global, moi je dirais que dans la plupart des photos, j'ai pas de problème de netteté particulière, donc j'utilise plus le pré-sortie plutôt que à la sortie. Mais là, regardez, par exemple, par défaut, regardez, je trouve que sur la droite, donc vous avez le curseur qui est appliqué, donc tout est à 50% donc par défaut. Vous voyez que c'est quand même très net. C'est-à-dire, pour moi, je trouve que c'est un peu too much. Et vous voyez, au niveau des plumes, encore une fois, même de l'œil, vous voyez vraiment
du grain presque qui apparaît. Alors c'est très très net, mais vous allez voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tel quel, je le valide. Donc il travaille. J'aurais pu le mettre en objet dynamique, hein, mais vous voyez là, en regardant, regardez si je l'enlève. Donc ça c'est avant, après. Alors vous voyez que c'est très net. Donc j'ai vraiment gagné la netteté sur tout le plumage. Par contre, vous voyez que ça a mis en valeur le grain et c'est pas forcément quelque chose que je préfère. Mais le gros avantage, c'est que à nouveau, avec les outils localisés de Viewpoint, si j'avais voulu, j'aurais pu travailler que sur l'oiseau et c'est ça qui est génial. Ou alors après, si vous avez envie, vous pouvez vous-même vous créer un masque dans Photoshop et venir travailler localement avec du masquage que sur l'oiseau. Enfin bref, il y a plein de solutions, mais en attendant, l'outil en lui-même est quand même particulièrement efficace. Bref, donc si je résume, dans Photoshop, vous voyez, moi ce sont des outils que j'ai appris à utiliser. Au départ je n'utilisais pas, j'utilisais un panel classique que j'utilise toujours, hein. Mais ça pour moi en fait c'est un outil qui est complémentaire et surtout c'est un outil qui vient être utilisé pour moi quand on a de l'expérience, pas quand on débute, et qui vient nous faire gagner du temps dans notre workflow, donc dans notre flux de travail. Et moi aujourd'hui je l'utilise en fait à des étapes bien particulières. Donc si je résume, Define je n'utilise pas parce que je le débrute avant. Viveza me permet de travailler sur les tonalités particulièrement et un peu sur les couleurs, mais surtout sur les tonalités en Dodge and Burn quand je finalise mes photos de paysage notamment. Ça peut être aussi super pour du portrait, pour être très précis. Nik Perspective, j'aime bien quand j'ai des photos d'archi, ça me permet de le faire dans Photoshop, dans mon flux de travail, donc j'utilise pas mal. HDRFX, j'utilise pas. Bon, voilà, parce que moi j'ai l'habitude, comme je vous ai dit, soit de fusionner dans Lightroom, soit carrément de faire le blending manuellement dans Photoshop. ColorFX, j'utilise très peu parce que c'est un peu le bazar, je trouve. Et au niveau des couleurs, je préfère passer par Photoshop, par moi-même mon panel, etc., où je suis plus précis, enfin je m'y retrouve plus. Analog FX et Silver FX, je fais très peu de noir et blanc, mais j'adore les deux. Et Analog FX, je suis vraiment fan du rendu qu'on peut faire. Et sur certaines photos, je m'amuse beaucoup avec. Voilà, c'est pas ce que je fais pour une utilisation pro, etc. Mais c'est un outil de création vraiment énorme. Et pour les passionnés d'argentique, j'en parlais en conclusion à nouveau, hein, mais avec Finpak, c'est hyper intéressant. Enfin, Sharpener Pro, j'aime bien l'utiliser pour venir ajouter un petit peu de netteté ici et là quand j'ai besoin. Voilà, donc j'utilise beaucoup Viveza, Perspective, ensuite Analog FX pour me faire plaisir et Sharpener, voilà. Et puis ensuite, selon les besoins, ensuite chacun utilisera différemment ces différents plugins. Maintenant, je vous montrerai rapidement comment les utiliser tout simplement dans Lightroom ou dans Photolab. C'est très très simple, c'est le même fonctionnement. Vous partez de votre photo, vous allez utiliser et lancer le plugin. Pour ce faire, vous cliquez sur votre photo, vous faites un clic droit dans Lightroom, modifier dans, et là vous avez tous vos plugins. Et puis si je clique, en fait, vous allez voir par exemple, allez, Analog FX. Par défaut, vous voyez, c'est en TIFF. Vous pouvez le mettre dans les paramètres en PSD, donc pour Photoshop ou en JPEG. Je vous conseille de plutôt mettre le TIFF. Vous faites modifier, il va vous ouvrir en fait le plugin, exactement comme sur Photoshop. Donc vous voyez, il a créé un TIFF. Et puis après, vous allez travailler de la même façon, créer votre photo. Et puis si vous faites appliquer, il va appliquer un traitement. Alors là, j'ai rien fait, mais c'est juste pour vous montrer. Et en fait, il va l'appliquer directement ici dans votre photo qui sera importée dans votre catalogue. Voilà. Donc ça peut être intéressant si sur certaines photos, vous avez envie de travailler un peu comme avec Filmpak par exemple. Vous avez envie de travailler ponctuellement sur une photo. Vous avez envie de faire un truc super argentique. Vous passez, voilà, ça peut être intéressant. Moi, je l'utilise jamais parce que généralement, si j'ai un truc, j'aime bien être très précis et je passe dans Photoshop, mais dans la démarche, c'est comme ça. Dans Photolab, c'est pareil, c'est super simple. Je reprends ma petite photo de phoque. Vous avez la Nik Collection qui est là, dans l'onglet Phototech. Vous cliquez sur la Nik Collection et là, vous voyez, il vous propose les plugins. Même chose, vous cliquez dessus, ça vous ouvre la page. Et puis, vous avez vos paramètres d'export, même chose. TIFF, alors vous n'avez pas PSD, mais JPEG. Et puis ensuite, vous validez, vous ouvrez et c'est exactement la même démarche. Bref, maintenant, on va passer aux nouveautés. Et là, je vais m'adresser particulièrement donc à ceux qui ont la version 5 et qui voudraient se poser la question de savoir est-ce que la version 6 est utile. Alors, pour vous présenter un petit peu les nouveautés apportées par cette version 6, je me suis fait des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et donc, au fur et à mesure, je vais vous montrer en fait sur l'écran les différentes nouveautés en les illustrant. Alors, première, on va dire dans les grandes lignes, hein, première nouveauté, tout d'abord, vous avez l'amélioration de la technologie Viewpoint qui fait la richesse de tout simplement
la Nik Collection. Première chose, en plus des outils donc ponctuels, des viewpoints, vous avez maintenant les fameuses lignes de contrôle qui font leur apparition. Lignes de contrôle que l'on avait par exemple dans Photolab et qui font donc leur apparition dans la Nik Collection. Ça permet d'être plus polyvalent et de travailler différemment sur nos photos. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Même chose maintenant sur vraiment le viewpoint. Vous avez maintenant la technologie qu'on appelle de diffusion. C'est un petit peu comme dans Lightroom, ça vous permet de régler, on va dire, la transition de l'effet que vous allez mettre et de pouvoir être plus ou moins dans une transition douce. C'est exactement comme sur Lightroom quand vous mettez un filtre radial, c'est exactement la même chose. Et ça aussi, ça permet d'être plus précis. Autre chose, vous pouvez aussi maintenant inverser vos filtres. Donc ça, c'est vraiment super. Que ce soit sur les points de contrôle ou sur les lignes de contrôle, vous pouvez inverser. Là aussi, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a notamment dans Lightroom. Vous avez également la possibilité de renommer par exemple vos réglages sélectifs pour vous y retrouver. Voilà, c'est là aussi, c'est comme dans le masquage dans Lightroom où vous pouvez mettre des noms pour vous y retrouver. Même chose pour les calques en fait dans Photoshop, c'est pareil. Et enfin, vous pouvez aussi mettre des réglages sélectifs en tant que pré-réglage. Donc, si vous avez des réglages sélectifs que vous utilisez régulièrement, vous pouvez les utiliser comme des presets. Donc ça, je trouve ça intéressant, même si ça me semble plutôt anecdotique. Autre grande fonctionnalité qui fait son apparition et qui est intéressant et qu'on avait retrouvé aussi dans Photolab, c'est la possibilité d'avoir vos curseurs de modification, donc des paramètres, non pas simplement sur le côté, mais comme dans Photolab 6, directement sur votre point de contrôle avec des petites lignes et des petites tiges, et vous pouvez l'activer ou le désactiver à votre souhait. Ça aussi, je trouve que c'est super, ce sont des petits points ergonomiques, mais au moins il y en a pour tout le monde. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que si vous les avez activés, mais que vous passez sur les curseurs de droite, ils disparaissent et ça vous gêne pas. Donc voilà, là aussi on voit que c'est mûri et qu'avec le temps, ils ont pris le temps de bien réfléchir à des points de détail. Vous avez l'ajout, et ça c'est quand même hyper intéressant, donc maintenant d'Affinity Photo pour les utilisateurs. Donc vous pouvez utiliser les plugins en plus de Photolab, en plus de Photoshop, Photoshop Element et Lightroom. Donc vous avez maintenant Affinity Photo. La question c'est savoir, est-ce que Luminar ça arrivera? La question a été posée aux développeurs, ils ont dit on verra. Donc il y a des questions sans doute qui nous dépassent et des questions de droit ou je ne sais quoi, enfin bref, on verra bien. Mais je pense que ça va aller vers une extension progressive vers d'autres logiciels. Également, donc on en a parlé tout à l'heure, la possibilité de convertir vos modifications, vos corrections en objets dynamiques. Donc ça c'est vraiment sympa parce que ça permet de faire des éditions non destructives et ça, encore une fois, ça apporte plus de flexibilité quand vous éditez. Aussi, vous avez maintenant un historique des modifications et vous pouvez revenir jusqu'à 15 modifications antérieures dans le passé si jamais vous dites ah ben non, j'aimerais revenir en arrière directement dans votre plugin. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ils ont ajouté une petite barre de recherche maintenant pour retrouver vos pré-réglages. Si vous donnez des noms et quand vous avez beaucoup de pré-réglages, vous avez une barre de recherche pour venir les retrouver. Je sais pas si vous avez un truc New York, si vous avez un truc Philadelphie ou ton clair ou je ne sais quoi, vous tapez, vous retrouvez vite vos pré-réglages dans vos favoris. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez des petites améliorations. Vous voyez, par exemple, dans Color Effects, ils ont rajouté le fameux TSL, donc teint de saturation luminance. Avant, ça n'existait pas. Voilà. Donc, il y a des petites améliorations. En termes d'ergonomie, tout est réunifié. Et simplement, pour info aussi, et ça, c'est l'équipe donc de la Nik Collection qui l'a annoncé en conférence de presse. Pour l'instant, il y a 2 outils qui ne sont pas encore prêts et qui arriveront via une mise à jour cet été. Sharpener, pour la netteté, est encore sur l'ancienne version. Donc, il n'y a pas encore la même ergonomie que sur la version 6. Donc, ça arrivera cet été. Et même chose pour HDRFX qui n'a pas été homogénéisé avec la version 6. Donc, tout ça arrivera par mise à jour directement cet été. Voilà. Et bien maintenant, je pense qu'on arrive un petit peu à la conclusion de cette vidéo. Et donc, la question, c'est savoir déjà, à la fin, tout ça, combien ça se vend. Et bien, le prix public de la Nik Collection, si jamais ça vous intéresse, la suite des 8 plugins est commercialisée à 149 €. Ce qui est un budget si vous n'avez pas. Donc, vraiment, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'on va se poser la question juste après de savoir est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et si jamais vous avez la version 5 et que vous dites tiens, j'aimerais passer à la version 6, c'est 79 € la mise à jour. Là aussi, par rapport aux nouveautés que j'ai évoquées, est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Moi, très sincèrement, par rapport à la version 5, j'aurais pu me contenter de la version 6. C'est juste que là, j'ai eu la version presse qui m'a permis de tester ça, voilà. Si j'avais dû l'acheter, je pense que je serais resté sur la version 5, mais la version 6 apporte notamment les objets dynamiques, etc., apporte quelques nouveautés qui sont quand même les bienvenues. Maintenant, la question, c'est savoir pour qui est fait la Nik Collection. Alors, si vous ne l'avez pas, pour moi, à qui ça va coller? Si vous êtes un utilisateur de Photoshop et que vous cherchez des plugins pour travailler en profondeur, je pense que c'est vraiment intéressant. En photo de paysage, en photo de portrait, etc., ça permet de travailler en précision avec notamment les viewpoints. Je trouve ça hyper intéressant. Si vous avez envie de faire de la photo rendue argentique à partir du numérique, je trouve ça aussi hyper intéressant avec Analog FX, avec Silver FX. Je trouve que c'est franchement pertinent et on peut aller très très loin dans son édition photo. Maintenant, la question, c'est si vous avez Filmpack, par exemple, parce que vous savez, Filmpack, c'est travailler sur le rendu argentique avec les pellicules directement. Là, la question se pose différemment, et là, bon... voilà, et c'est un peu pour moi le truc, c'est que la Nik Collection, elle a un peu, excuse-moi de le dire comme ça, mais elle a un peu le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce que elle fait plein de trucs que vous retrouvez un peu partout. Par exemple, vous voyez Viewpoint, si vous avez Photolab, vous l'avez. Les lignes là maintenant, les lignes, je reprends les lignes de contrôle pour le nom exact, vous l'avez aussi dans Photolab. Il y a plein d'outils, par exemple, vous voyez le débruitage, Define, on en a parlé, vous l'avez aujourd'hui avec Puro, vous l'avez avec Photolab, vous l'avez avec Lightroom. Voilà. Moi, je pense vraiment la cible, et j'en reviens à ce que disaient les développeurs eux-mêmes, c'est vraiment l'utilisateur Photoshop. Si vous faites du Photoshop et que vous voulez aller plus loin dans vos edits, gagner du temps, dans ce cas-là, la Nik Collection est vraiment intéressante. Maintenant, si vous n'utilisez pas Photoshop et que vous cherchez juste des plugins, je suis pas sûr de m'en servir. Pourquoi? Parce qu'il va passer en plus en TIFF. Et les TIFF pèsent très très lourd, c'est souvent plusieurs centaines de MO, voire parfois en gigas. Ça va alourdir votre flux de travail pour quelques edits ci et là. Donc je suis vraiment pas sûr. Si vous voulez faire du rendu argentique, moi je passerai beaucoup plus par exemple par Filmpack que vraiment simplement par la Nik Collection. Voilà. Donc au global, je pense que le mot de la fin c'est intéressant si vous utilisez Photoshop. Et particulièrement, essayez-le. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Et au départ, j'étais pas un adepte. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas mal. Et en fait, avec le temps, j'ai vraiment appris à l'utiliser. Et aujourd'hui, c'est vraiment un outil que j'utilise énormément dans Photoshop, dans mon flux de travail. Mais par contre, je n'utilise pas du tout dans Lightroom, je n'utilise pas du tout dans Photolab. Et ça, après, c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez l'essayer. Je vous ai mis le lien en description. Également, si jamais ça vous intéresse, tout simplement, je vous le dis, et c'est l'avantage de travailler directement avec Photolab. Si ça vous intéresse, le lien que vous avez est affilié, totalement transparent. C'est-à-dire que si vous le commandez, si vous passez par le lien que je vous mets, moi, je toucherai une petite commission dessus. Ça m'aide et ça soutient mon travail. Voilà. Et puis, simplement, si vous voulez l'essayer, vous passez. Vous avez aussi le petit lien. Et puis, vous avez 30 jours pour l'essayer, et si ça vous plaît, tant mieux, et puis si ça vous plaît pas, écoutez, vous avez juste à le désinstaller, et puis on s'arrête là. Voilà, cette vidéo est quand même assez longue, et encore qu'il y a plein de trucs que je vous ai pas montré, parce qu'en fait c'est tellement énorme qu'on aurait pu en parler pendant 3 heures sans sourciller. N'hésitez pas si vous avez des questions, des points de détail, etc., et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, je répondrai dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.